Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour un petit point lecture estival. Nous sommes début août et je vais vous parler des, j'ai pas compté, 5 dernières lectures que j'ai fait donc fin juillet et début août. Voilà. Alors, je suis désolée pour ceux qui aiment particulièrement tout ce qui n'est pas SFFF, mais je vais parler de lectures qui sont plutôt tournées science-fiction. Fantastique, science-fiction, j'ai pas de fantasy. Restez quand même, parce que je sais que certains n'aiment pas vraiment la fantasy. Et je parle quand même d'une lecture de littérature contemporaine. Voilà. Des bonnes lectures, une lecture peut-être un peu en dessous des autres, mais après vous allez voir, j'ai quand même des gros coups de cœur à vous, dont un beau coup de cœur à vous présenter. C'est parti, je démarre tout de suite avec le livre qui m'a peut-être le moins convaincu, mais qui reste une bonne lecture. C'est Les Profondeurs de Vénus de Derek Kunsken, c'est aux éditions Albin Michel Imaginaire. J'ai fait cette lecture commune avec Virginie et avec mince, je crois que c'était Bouknouk, mais je ne suis pas sûre, je me rappelle plus. Alors, c'est une grosse pavasse chez Albin Michel Imaginaire. C'est un roman qui était sorti au mois de mai, qui fait quand même plus de 500 pages. On est sur Vénus, donc la Terre, enfin des colons sont venus coloniser Vénus. Et parmi ces colons, on va suivre notamment une famille qui s'appelle les... ils ont un nom, d'Aquilon, c'est ça, qui viennent du Québec. Et eux, ils se sont un peu les parias, parce qu'en fait, Vénus, c'est une planète sur laquelle vous ne pouvez pas vivre. Il fait trop chaud, il fait, je sais plus, 400 degrés Celsius. Donc en fait, le seul moyen d'y vivre, c'est d'être dans un peu l'atmosphère de Vénus. Ils ont construit des espèces... Alors j'ai pas tout compris, en fait, ils ont construit des espèces de... comme des gros champignons qu'ils appellent les chalutiers, dans lesquels ils vivent. Et en fait, ils vivent dans les airs. Donc plus vous êtes, dans ce que j'ai compris, plus vous habitez en hauteur, plus vous êtes dans la société, plus vous êtes riche, et plus vous êtes en profondeur, c'est-à-dire près de la planète, et donc près des orages, parce qu'il y a des pluies acides, il faut éviter les pluies acides, il faut éviter les orages, il faut éviter la température, bref, plus vous êtes pauvre. Et nous on suit la famille d'Aquilon qui est une famille paria, parce qu'en fait, quand les parents sont venus s'installer, la mère est tombée enceinte et on lui a dit que son bébé serait trisomique et qu'il fallait qu'elle avorte. Or, elle a refusé. Et donc, ils ont été mis au banc de la société parce qu'en fait, tout est compté. Par exemple, pour la santé, vous avez un certain crédit pour la santé. Et si, par exemple, vous fumez ou si vous avez un comportement à risque et qu'on vous opère à de multiples reprises, au bout d'un moment, si vous n'avez plus de quoi vous faire soigner, bah, on ne vous soigne plus. Donc, en gros, leur raisonnement, c'était que élever un enfant trisomique, ça allait peser sur la société de Vénus et donc cet enfant n'avait rien à faire ici. Donc cette famille est mise au banc de la société. La maman, depuis, est morte. On est avec le papa. On est avec... il y a eu d'autres enfants qui ont suivi cet enfant trisomique. Je crois qu'il y a encore un garçon. Il y a 2 garçons et une fille. Et donc ils survivent. Alors de quoi ils vivent? Alors ils récupèrent l'électricité parce que, alors on voit pas très bien, mais sur l'espèce de champignon, il y a des espèces de grandes tentacules qui permettent de récupérer l'électricité dans l'atmosphère. Bref, on est vraiment dans un roman de science-fiction où on nous présente des choses qui sont parfois très techniques, et c'est peut-être pour ça que ce roman m'a été difficile d'accès, parce que tout ce qui est technique au niveau de la science-fiction, il faut vraiment s'imaginer les choses, et j'ai trouvé que c'était parfois pas facile vraiment à s'imaginer. Et donc, j'en viens quand même à l'intrigue après cette grande introduction. Les d'Aquilon vont découvrir complètement par hasard, dans le sol de Vénus, dans lequel il y a des minerais, quelque chose qui va leur permettre de changer leur vie à tout jamais. Et ils vont se dire qu'ils vont devoir préserver ce secret, parce qu'en fait, en plus, c'est une société un peu... J'ai envie de ramener ça au communisme qu'on a pu étudier dans nos livres, ce qu'on a pu voir en Russie par exemple. Enfin, c'était pas la Russie, c'était l'URSS, il faut tout mettre en commun, etc.
Et donc pour ne pas avoir à partager et pour prendre leur revanche sur la société, ils vont garder ce secret. Je ne vous dirai pas exactement ce qu'est le secret qu'ils ont découvert. Alors il y a cette intrigue très scientifique où les personnages se déplacent notamment avec des espèces d'ailes, je ne sais pas si vous voyez bien sur la couverture, où ils vivent dans ces chalutiers, donc il y a vraiment tout un aspect scientifique avec cette planète qui est vraiment un personnage à part entière, une planète très 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 hostile, donc il y a tout ça à appréhender dans cette lecture. Et après il y a une intrigue, j'ai envie de dire, plus personnelle, plus familiale, où on va suivre les liens fraternels qui unissent les frères et sœurs, et là j'ai bien aimé parce qu'en fait on avait vraiment des thématiques qui étaient intéressantes. Vous avez notamment un des fils qui s'appelle Pascal, qui lui ne se sent pas garçon, en fait il se sent fille dans son corps, donc il y a toute cette problématique, toute cette thématique du genre qui est bien abordée, que c'est pas lourd du tout, je trouvais que ça passait très bien. La famille, pour eux c'est la famille avant tout, c'est un peu leur... pas leur slogan, mais c'est un peu ce qu'ils revendiquent à chaque fois, c'est la famille qui passe avant tout. Il y a un des frères qui lui est un peu un dissident, qui s'oublie dans l'alcool, dans la drogue. Voilà, donc c'est un premier tome qui permet d'introduire beaucoup de choses. Je ne sais pas si je continuerai parce que j'ai quand même galéré pendant ma lecture, c'était quand même très... pour moi ça s'approche quand même de la hard SF, c'était quand même parfois à décrypter, c'était quand même compliqué. Mais je retiens l'intrigue familiale qui m'a vraiment beaucoup plu. Et voilà, si vous avez envie d'un roman peut-être un peu compliqué en science-fiction, pourquoi pas tenter Les Profondeurs de Vénus, donc de Darren Kunstken, et c'est aux éditions Albin Michel Imaginaire, et c'est un premier tome. Ensuite, je continue avec de la science-fiction, tant qu'à faire. Bon, je vais vous faire tous les livres de science-fiction et je finirai par ce qui n'est pas de la science-fiction. Donc j'ai lu La Machine à aimer de Lou Jan, c'est aux éditions Critique. C'est un tout petit livre de science-fiction qui fait 192 pages, voilà, donc ça se lit très vite. C'était hyper intéressant. Alors d'abord je vais juste dire le bémol que j'ai pour ce bouquin, comme ça c'est fait. Le seul bémol c'est qu'il est très court, donc du coup j'ai envie de dire il est trop court. Donc du coup il y a peut-être des thématiques qui ne sont pas assez développées et on a envie d'en savoir plus, voilà. Ça m'aurait pas dérangé d'en lire un peu plus. Bon, le livre a été écrit comme ça, donc voilà, on fait avec. D'abord j'ai beaucoup aimé la plume de Lou Jan. Alors elle a une plume qui est assez incisive, qui est assez brute, assez violente, mais ça matche très bien. Je trouve qu'il n'y a pas trop de fioritures, mais paradoxalement elle a des passages qui sont très poétiques, donc j'ai beaucoup accroché avec sa plume. Et au niveau de l'intrigue, on est loin dans le futur, et en fait on a fabriqué des cyborgs dont leur destination c'est d'aimer, en fait, voilà. Donc vous achetez un cyborg, vous mettez en couple avec, ils ne savent qu'aimer ces cyborgs, ils ne savent qu'éprouver des sentiments, ou en tout cas montrer des sentiments pour les humains, et ils sont dénués de haine, de violence, de rancœur, de rancune. Ce sont des machines qui sont faites pour aimer. Or, un jour, il y a un bug sur une machine, et donc les humains décident d'éteindre toutes les machines à aimer, donc on les débranche en fait, et on les met au rebut. Et il y a une machine à aimer qui s'appelle Nobod, qui n'est pas éteinte en fait, il y a eu un bug lorsqu'ils ont voulu la débrancher, et elle survit. Elle survit à ce génocide de cyborgs. Et du coup, forcément, elle est recherchée, il ne faut pas qu'elle se montre, parce que si elle se montre, elle va être tuée, elle va être débranchée. Et elle va devoir prendre de multiples identités pour essayer de survivre dans cette société humaine. Et donc on va suivre Nobod à travers son périple. Voilà, ça c'est l'intrigue de base. C'est un roman qui parle, qui soulève des thématiques qui sont très intéressantes. J'ai bien aimé parce que, en fait, moi j'ai trouvé que la thématique que ça soulevait, c'était à quel moment on peut considérer que quelque chose est vivant. Est-ce que Nobod, par exemple, quand vous lisez, on suit Nobod en fait, on ne peut pas se dire elle n'a pas de sentiments, elle n'éprouve rien. Et en fait, on se rend compte que le génocide qui a été perpétré par les humains, c'est vraiment un génocide, je pèse mes mots, c'est pas juste on a débranché une machine. Donc c'est à quel moment est-ce qu'on est vivant? Est-ce que c'est quand on reçoit, est-ce que c'est quand on ressent des sentiments?
ou est-ce que c'est quand on a de la douleur? Alors Nobod, elle va pas éprouver de douleur parce que c'est un cyborg, mais par exemple, elle va quand même éprouver, elle éprouve de l'amour, elle éprouve de la déception, elle éprouve de la tristesse. Donc ça soulève toutes ces questions qui sont intéressantes. Ça montre vraiment la cruauté, encore une fois, humaine, puisque Nobod, elle va être exploitée en tant que prostituée à un moment donné, donc c'est assez glauque, c'est assez horrible. Et l'intrigue de fond que j'ai bien aimée, moi, parce qu'en fait, on a réussi à ramener à la vie les Néandertaliens, je vais y arriver. Donc c'est la branche humaine qui ne s'est pas développée et ce sont les sapiens. Nous on descend des sapiens. Je vais y arriver, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Et eux, on les a ressuscités, en tout cas. Voilà, il y a toute une intrigue avec ces personnages-là que j'ai trouvé intéressante, que j'ai bien aimé. Voilà, découvrez ce bouquin qui soulève vraiment des questions éthiques, philosophiques, super intéressantes. En plus, Soojal, elle écrit très bien. Je ne sais pas si c'est son premier roman. Je crois pas, je crois qu'elle avait écrit autre chose. Je vais vous dire ça. Je sais pas. Je le vois pas. Ah. Elle a écrit pour la jeunesse. Ouais, elle a écrit pour la jeunesse et c'est son premier roman dans le monde, on va dire, adulte, science-fiction. Voilà, donc c'était vraiment très très intéressante et c'est une autrice que je suivrai de près. Je continue avec de la science-fiction. Donc c'est le dernier roman de science-fiction que je vous présente. Je vous présente Pyramide de Romain Bennassaya. C'est aux éditions Pocket et il est sorti en grand format chez Critique à l'époque. C'est un roman que j'ai lu avec Valérie, je crois, en lecture commune et on s'est régalé toutes les deux. C'est un petit coup de cœur, vraiment. C'est de la science-fiction. Pour commencer, si vous voulez commencer la science-fiction, commencez par Pyramide. Ce n'est pas de la hard SF. C'est très accessible. Il fait 600 pages. Je l'ai bouffé, je crois que j'ai mis 2 jours et demi parce que c'est hyper addictif. C'est bien écrit, c'est fluide. Et je vous dis tout de suite que Romain Bennassaya, c'est pas le dernier roman de cet auteur que je lis parce que j'ai vraiment accroché. Alors je vous donne le pitch, on est en 2182, on a des colons qui ont fui la Terre, alors ils sont dans un énorme vaisseau et ils sont censés être en stase pendant 200 ans et au bout de ces 2 siècles, ils sont censés arriver sur une planète qui s'appelle Synisis, une planète qui ressemble à la Terre et ils sont censés coloniser cette Terre. Donc le voyage se passe super bien, au bout de 200 ans, ils sortent de leur stase, et à l'intérieur du vaisseau, ils ont reconstitué une forêt artificielle dans laquelle ils ont mis ce qu'ils appellent des jardiniers, donc des espèces de petits scarabées qui étaient censés entretenir cette forêt artificielle le temps de la stase. Et en fait, lorsqu'ils se réveillent, ils s'aperçoivent que les arbres ont poussé énormément, que la végétation a poussé énormément, que les jardiniers ont évolué, ce ne sont plus juste des petits scarabées, mais ce sont déjà ils sont beaucoup plus gros, et en plus ils semblent pouvoir communiquer avec les humains. Bref, donc ils se posent des tas de questions, notamment une des scientifiques à bord du bateau qui s'appelle Johanna, elle se pose pas mal de questions, et elle a un doute, elle se dit, est-ce qu'on a vraiment voyagé 200 ans? Parce qu'on n'aurait pas voyagé un peu plus que ça. Voilà. Alors j'ai mon chien qui arrive, voilà, elle va se coucher. Donc il y a cette question-là. Et puis, quand ils sortent du vaisseau, alors ils sont équipés, etc., autour d'eux, tout est noir. Et en fait, ils ne sont pas arrivés sur Synisis. Où sont-ils? Donc, ça fait combien de temps qu'ils ont voyagé? Première question. Enfin, depuis combien de temps ont-ils voyagé? Et deuxième question, où ont-ils atterri? Parce qu'a priori, ils ont manqué leur cible. Et vous allez avoir 2 camps qui vont s'affronter dans le vaisseau, dans l'énorme vaisseau. Il faut imaginer, le vaisseau, c'est la taille d'une petite ville, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vous avez ceux qu'on appelle les fatalistes, qui se disent, bon bah, de toute façon, on n'arrivera jamais sur la planète, donc autant rester là et autant organiser la vie dans le vaisseau. Donc ils vont faire des sorties à l'extérieur, ils vont quand même trouver des ressources pour alimenter le vaisseau en électricité, en eau, etc. Donc ça, ce sont les fatalistes qui veulent rester et qui se disent tant pis, on va vivre ici. Et vous en avez d'autres, dont le personnage qui mène les troupes s'appelle Eric, et qui lui n'a qu'une idée en tête, c'est de se tirer et de trouver une solution pour partir de cet endroit.
J'ai adoré parce qu'en fait on est beaucoup... Alors on est avec Johanna qui elle va faire partie des fatalistes et qui va vouloir rester sur le vaisseau, qui va entretenir une relation particulière avec les jardiniers. On va suivre Eric, lui, qui va tenter de trouver une solution à cet endroit. Lui, il ne rêve qu'une chose, il ne rêve que de voir le soleil, les étoiles, un ciel bleu, l'océan. Et en fait on va aller de révélation en révélation parce que Eric avec d'autres personnages vont sortir, ils vont faire des expéditions. Et en fait, vous savez, moi j'aime bien ce genre de bouquin science-fiction où on a cette espèce de twist à chaque fois, où on se dit ah ouais en fait ils en sont là les personnages, et ça vous prend à la gorge, c'est angoissant, parce que vous ressentez cette angoisse, et c'était exactement ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la fin, je l'ai trouvée incroyable. Voilà, avec Valérie on s'est régalé toutes les deux. Donc on va, enfin moi en tout cas je vais m'acheter le roman qui se passe dans le même univers qui s'appelle La Dernière Arche. Donc je vous conseille de lire d'abord Pyramide, ensuite La Dernière Arche qui se passe dans le même univers. Et Romain Benassaia, a priori, sort aux éditions critiques un autre roman de science-fiction, je crois que ça se déroule aussi dans le même univers, et c'est au mois d'octobre. Donc autant vous dire qu'il sera tout de suite direct dans ma wishlist. Voilà, je vous conseille donc Pyramide de Romain Benassaia. Donc j'en ai terminé pour la science-fiction. Je passe à un roman de contemporain. Voilà. J'ai beaucoup aimé Sauvagine de Gabriel Filto Shiba, c'est aux éditions Folio avec cette magnifique couverture. Là encore c'est une belle lecture commune que j'ai fait avec Sandrine et avec Gaëlle, et je crois qu'on est également unanime sur ce roman qu'on a toutes aimé. Donc c'est un roman qui se déroule dans la forêt du Kamouraska, donc c'est au Québec. On va suivre Raphaël qui est garde forestière, donc elle s'occupe aussi bien de la prévention, de recenser les animaux, d'alerter sur la faune, la flore, mais elle encadre la chasse, etc. Et en fait elle va adopter une chienne qu'elle va appeler Coyote, parce qu'elle est moitié coyote, moitié husky. C'est un peu la chienne qui était sur le côté de la portée, personne n'en voulait, donc elle s'attache beaucoup à cette chienne. Raphaël, elle vit vraiment au cœur de la forêt, elle est dans une caravane, elle est complètement en autonomie, même en autarcie, hein. Parfois il lui arrive de ne croiser personne pendant des semaines, elle est avec sa chienne. Donc c'est une femme seule au milieu de la forêt, avec tous les dangers que ça comporte. Donc vous avez tous les dangers que comporte d'être dans une forêt en plein hiver, le froid, être seul, imaginez, vous tombez, vous ne pouvez pas vous relever, vous cassez quelque chose, les ours qui mènent des attaques. Et un jour, sa chienne va se faire prendre dans des collets. Alors les collets, ce sont des espèces de pièges. L'animal rentre dans le piège et c'est autorisé dans la mesure où le collet tue l'animal sur le coup. Sauf que là, Raphaël va découvrir qu'il y a un chasseur qui est complètement cruel et sadique puisqu'il a posé plein de collets partout. Alors déjà, il attire les animaux avec des cadavres de veaux. Et en fait, les collets ne tuent pas du tout les animaux sur le coup. Le collet va faire souffrir un maximum l'animal qui va mourir dans d'atroces souffrances, et sa chienne, excusez-moi, en réchappe de peu. Coyote, vraiment, elle est dans un sale état quand elle la retrouve. Et donc Raphaël, de rage, va détruire tous les collets qui ont été posés par le chasseur. Et elle commet, alors elle sait que c'est complètement illégal, mais elle se dit c'est pas possible. Moi ma chienne s'est fait prendre dans le collet. Il y a d'autres animaux qui vont souffrir, ça va être horrible. Donc elle détruit les collets du chasseur. Sauf qu'elle commence à se renseigner et qu'elle s'aperçoit que le chasseur qui a posé ses collets, c'est un gros malade. Et elle va trouver dans sa caravane notamment des petits messages sympathiques d'intimidation. Donc je ne vous dis pas lesquels. Elle va décider de se venger radicalement de ce chasseur. Voilà. C'est un roman inclassable. On est à la fois dans le thriller, on est à la fois dans le polar, on est à la fois dans le nature writing, il y a une très belle histoire d'amour, il y a vraiment ce lien qui unit Raphaël aux animaux, à la nature. C'est un roman aussi sur l'écologie. Ça apporte des messages vraiment à la fois alarmants mais à la fois très beaux, parce qu'elle nous montre vraiment, l'autrice, la réalité des choses. Ça se lit comme un thriller, vous le dévorez parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, comment elle va s'y prendre, est-ce qu'elle va y arriver.
etc. C'est vraiment une lecture que je vous recommande, j'ai adoré. La plume en plus est magnifique. Forcément il y a des mots québécois qui rendent encore plus savoureux cette lecture. Alors vous avez un petit... à la fin un petit index, un petit glossaire qui vous explique certains mots. Même moi j'en ai pas eu besoin, hein. Dans le contexte vous comprenez très bien de quoi il s'agit. Voilà, je vous conseille vraiment de lire Sauvagine, donc de Gabriel Filto Shiba, et vous saurez ce que sont les sauvagines du coup. Et je termine avec un roman pour lequel je ne pensais pas, j'arrivais pas au bout, voilà, je voyais pas le bout de ce livre. Ça fait quand même 1 mois et demi que je suis dessus, et pourtant c'est un coup de cœur. Je vous présente Ma grosse bricasse. Je crois que c'est un des livres les plus gros que j'ai pu lire dans ma bibliothèque. C'est L'échiquier du mal de Dan Simmons. Moi j'ai des éditions Pocket, et surtout j'ai l'intégrale, donc vous voyez j'avais découpé, il y a 3 parties en fait dans ce livre. Donc c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Zoé et avec Jérôme. Et c'est un livre que j'ai adoré. C'était vraiment super. Alors si ça vous fait peur de vous lancer dans ces 1190 pages, vous pouvez acheter, je pense, les tomes séparés, ce sera peut-être plus digeste. Nous avec les copains on a décidé de se lire l'intégrale, et qu'est-ce qu'on a bien fait, c'était topissime. Alors, cette histoire nous raconte, nous dit que dans notre monde, donc on est dans les années 80, il y a ce qu'ils appellent dans le livre des vampires psychiques, c'est-à-dire des personnes qui ont la possibilité de vous contrôler mentalement. Donc, ils s'insèrent dans votre esprit et ils vous font faire tout ce qu'ils veulent de vous, et vous ne pouvez pas y résister. Donc imaginez, c'est bien pratique pour assassiner un président, pour assassiner, pour commettre des meurtres, pour commettre des vols, pour faire tout ce que vous avez envie de faire, c'est très pratique. Et cette histoire, en fait, le prologue, l'introduction, commence en 1942 dans un camp de concentration polonais qui s'appelle Chelmno. Et l'on va suivre Saul, qui à l'époque a je crois qu'il a 14 ans, quelque chose comme ça. Il est juif, il a été déporté dans ce camp de la mort. C'est le seul survivant, enfin le seul survivant entre guillemets, parce qu'il est encore dans le camp de la mort, mais sa mère, ses sœurs, son père, ses frères, tous ont été massacrés. Et lui en fait, alors qu'il est dans le baraquement, il y a des soldats des nazis qui entrent dans le baraquement la nuit avec un jeune homme que Saul va surnommer l'Oberst. Et c'est un des vampires psychiques qui s'empare de l'esprit de Saul et qui va le contraindre à participer à un jeu d'échecs géant. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des pièces en bois, les pièces sont des prisonniers. Et à chaque fois qu'un des pions est pris, c'est simple, il est tué en fait. Et Saul va survivre à cette partie d'échecs géante. Il va réussir à s'évader de ce camp et il va devenir psychiatre. Et on le retrouve dans les années 80 dans une petite ville de Charleston où on va retrouver des vampires psychiques, et notamment cet affreux vampire psychique, cet affreux qui s'appelle William, qui était surnommé l'Oberst, parce qu'en fait en plus quand ils se servent quand ils viennent dans votre esprit, ils rajeunissent entre guillemets, en tout cas ils gagnent de la vie en vitalité. Donc on s'aperçoit que ce William n'est pas tout seul, qu'il y en a plein en fait disséminés dans le monde, et qu'il s'amuse toujours à manipuler les simples humains comme vous et moi. Sauf qu'il va y avoir un massacre dans la ville de Charleston, que Saul, lui, va s'intéresser à ce massacre, que dans le massacre, il y a un noir américain dont la fille veut absolument venger la mort. Elle s'appelle Nathalie. C'est intéressant, c'est important de dire qu'elle est noire américaine parce que c'est très important pour la suite du récit. Et il va y avoir un flic qui s'appelle Rob, un shérif qui s'appelle Rob Gentry, qui au départ complètement sceptique et qui va s'embarquer avec Saul et avec Nathalie pour comprendre ce qui s'est passé. Donc la première partie, j'ai envie de dire, c'est la découverte de ces vampires psychiques qui manipulent, c'est la découverte de nos personnages, nos 3 personnages principaux, donc Saul, le juif,
survivante des camps de la mort, Nathalie, qui est noire américaine, qui est une jeune femme très intelligente, et Rob, qui est shérif. C'est la première phase de découverte. Le deuxième livre, je dirais que c'est l'observation, et ils vont essayer de déployer des choses pour essayer de lutter, pour essayer de se venger, pour essayer d'arrêter. Et la troisième partie, c'est vraiment l'action. Ils ont à peu près compris comment ça fonctionnait, et le but c'est vraiment de débarrasser la Terre de ces personnages-là. En fait, il n'y a aucun temps mort dans ce bouquin. Il se passe toujours quelque chose. Alors c'est vrai qu'il y a une multitude de personnages, mais ils sont tous très intéressants à suivre. Il se passe énormément de choses, comme je vous l'ai dit. Il n'y a aucun temps mort. Ne vous attachez à aucun personnage, parce que Dan Simmons est très cruel avec ses personnages. Vous vous attachez à un personnage et hop, il crève, voilà. C'est assez violent. Il se passe plein de choses. Voilà, 1190 pages, je pourrais en parler pendant 1 heure. Ça soulève. Moi j'ai été... Saul Lasky, qui est devenu psychiatre et qui a étudié comment est-ce que l'humain peut faire le mal comme il l'a fait dans les camps de concentration, et il le retrouve maintenant, donc la manipulation mentale. Tout ça c'est hyper intéressant, c'est bien développé. Alors, il y a peut-être parfois des chapitres où on peut se dire ouais, il aurait pu s'en passer, je suis d'accord, parce que parfois c'est vrai qu'il y a des chapitres, pas qui servent à rien, mais qui ralentissent un petit peu le roman. Mais c'était hyper intéressant, c'était prenant, c'était haletant, et alors la fin, elle est incroyable. Ça va de rebondissement en rebondissement, j'ai adoré. Et l'épilogue, voilà, l'épilogue j'étais en PLS, je n'en dirai pas plus. Si vous avez la foi, lancez-vous donc dans l'échiquier du mal, vous ne serez pas déçus. Il faut parfois un peu s'accrocher, c'est vrai, mais je vous assure que quand vous arrivez au bout de ce roman, vous ne le regrettez pas, parce que c'était vraiment une excellente lecture que je vous recommande. Voilà, donc vous voyez que j'ai quand même été occupée ces dernières semaines, notamment avec ce roman que je l'ouvrais tous les jours, j'en lisais une 50aine de pages tous les jours, donc forcément, voilà, ça m'occupait beaucoup l'esprit. Cette vidéo est donc terminée, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, que vous avez aimés ou pas, ou s'il y a des livres que je vous ai donné envie de lire. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo un peu spéciale sur mes 10 conseils pour lire plus, donc restez abonnés si vous voulez savoir comment je fais pour lire autant que je lis. Voilà, je vous souhaite en tout cas de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!